L'histoire commence dans un sombre donjon rempli de cadavres, où un héros nommé Seo se tient devant un serpent géant, son épée ensanglantée à la main, prêt à l'abattre. Le serpent se jette sur lui à grande vitesse et il parvient à bloquer l'attaque avec son épée, sortant indemne de l'échange. Il a bientôt une idée et tente de sauter du mur du donjon pour frapper le serpent avec une attaque amplifiée, mais le serpent anticipe et le projette violemment contre le mur. Réalisant à quel point le combat est devenu dangereux, il décide qu'il doit mettre fin à tout cela rapidement. Il charge donc le serpent de front avec son épée, maintenant chargée d'un éclair. Malheureusement, son épée se brise en plein milieu de l'attaque et le serpent en profite pour reprendre l'avantage. Alors que le serpent enfonce ses dents profondément en lui, il poignarde désespérément la créature avec son poignard, mais ses efforts semblent vains. Le serpent le projette violemment au sol et commence à l'avaler lentement, tandis qu'il crie de douleur. Avec la moitié de son corps déjà dévoré, le serpent fixe Seo un instant, se préparant à lui donner le coup final. Seo ressent soudain une montée de rage brûlante et déclare qu'il ne mourra pas comme un lâche. Il accepte que la mort approche, mais juste avant que le serpent ne l'achève, le temps se fige autour de lui et il entend une voix étrange l'appeler, se moquant de lui et le traitant d'homme pathétique. Seo entend clairement la voix et se demande d'où elle vient. La personne derrière la voix est choquée qu'il puisse l'entendre, mais Seo explique qu'il a toujours entendu les voix des reliques et qu'il devine qu'elle doit être un objet divin. Il lui demande donc de détruire le serpent et de le sortir de cet endroit. La voix se moque de lui et lui rappelle que la moitié de son corps a déjà été mangée. Même si elle se débarrassait du serpent, il ne pourrait pas survivre. Elle lui dit qu'il est vraiment pitoyable, car bien qu'il soit né avec un talent exceptionnel, il est né à la mauvaise époque et en a beaucoup souffert. Et maintenant, il va mourir sans avoir eu la chance d'utiliser pleinement ses astuces brillantes. Tout cela ne fait qu'attiser la colère de Seo. Il n'est pas sûr de comment il va le faire, mais il jure qu'il tuera un homme nommé Kwon Tae-jun, quoi qu'il en coûte, et peu importe le temps que cela prendra. Voyant la profondeur de sa détermination, la voix prend soudain forme physique sous la forme d'un corbeau et apparaît devant Seo, lui annonçant qu'elle a décidé de lui accorder une seconde chance. Le corbeau envoie alors une puissante onde d'énergie directement dans Seo, et après avoir parcouru tout son corps, il se retrouve soudain assis dans ce qui semble être un bâtiment public. Il est complètement choqué, réalisant lentement que ses jambes sont redevenues normales. Ce qui le choque encore plus, c'est de découvrir qu'il est dans un poste de police, sans aucun souvenir de comment il y est arrivé. Seo reste silencieux, trop absorbé par ses pensées, et se demandant si être en vie est l'œuvre de ce mystérieux corbeau divin. Puis il entend un autre policier parler de l'année 2025. Cette révélation laisse Seo complètement stupéfait. Car cette année-là était exactement 15 ans avant son époque actuelle, ce qui le conduit à conclure qu'il a été envoyé 15 ans dans le passé. Une femme s'approche pour le gronder de ne pas répondre à ses questions, mais Seo a l'impression de l'avoir déjà vue. Il se rappelle qu'elle est la mère du garçon aux cheveux bruns nommé Yu et qu'ils sont au poste de police parce qu'ils ont été pris dans une bagarre que Yu a clairement provoquée. Seo se souvient comment il avait réglé ce même problème 15 ans plus tôt et se rappelle qu'on lui avait demandé de payer une somme énorme en dommages. Comme il était complètement fauché à l'époque, il s'était simplement agenouillé et s'était excusé. La mère de Yu réalise que Seo n'écoute pas un mot de ce qu'elle dit. Elle essaie donc de le gifler. Mais Seo attrape rapidement sa main et lui crie qu'il était son fils qui avait commencé la bagarre, tout en soulignant qu'il demande trop d'argent en indemnité. Yu n'aime pas la façon dont Seo parle à sa mère, alors il lance immédiatement un coup de poing, mais Seo esquive facilement et le fait tomber au sol. Cela laisse Seo choqué un instant en réalisant que son corps est beaucoup plus léger qu'il ne devrait l'être. Cela le fait se demander si toutes les compétences de combat qu'il a développées au cours des 15 dernières années sont toujours intactes dans ce corps plus jeune. Si c'est vrai, il réalise qu'il a eu une chance incroyable. Seo finit par être jeté dans une cellule de détention pour comportement agressif, et le son des reproches de la mère de Yu commence à l'agacer. Pourtant, il sait que tout cela n'aura plus d'importance une fois que les reliques commenceront à arriver. En 2025, de grands tremblements de terre frappèrent diverses régions de la Terre, et plusieurs tombes anciennes apparurent soudainement. Des reliques issues de mythes, légendes et contes anciens furent découvertes parmi elles. Des histoires transmises de génération en génération se révélèrent avoir un véritable pouvoir,
et ceux qui possédaient ces reliques obtenaient diverses capacités surnaturelles. De ce fait, tout le monde se mit en quête de reliques. Seo a rejoint la recherche à l'époque et a fini par tomber sur ce qu'on appelait la relique de l'archéologue. À ce moment-là, Seo pensait que connaître la tombe et ses reliques mettrait fin à sa vie misérable et lui permettrait de recommencer. Mais c'est exactement à ce moment que la vraie folie a commencé. A commencer par M. Kwon, le plus grand président de la ville. Beaucoup de gens en possession de reliques ont pris des mesures pour s'assurer que personne d'autre ne puisse en déterrer davantage. Heureusement, le talent naturel de Seo pour trouver des reliques a été reconnu, et il a été repéré par M. Kwon lui-même. Dès lors, il a accepté tous les sales boulots que M. Kwon lui confiait, se résignant à être connu comme le chien du président et à subir toutes les insultes qui l'accompagnaient. Assis dans la cellule, Seo réalise que ce n'est qu'une question de temps avant que les reliques ne commencent à réapparaître, et tout autour de lui sombre dans l'anarchie. Il se dit que c'est un plus d'être maintenant beaucoup plus fort qu'avant, mais il sait aussi que la force seule ne suffira pas cette fois. Il doit lever des fonds pour l'excavation le plus vite possible. Mais il n'est pas tout à fait sûr de comment s'y prendre. Une ligne de texte lumineuse apparaît alors soudainement devant lui, et Seo pense d'abord qu'il perd la tête, mais il réalise que cela doit être l'œuvre d'une relique. Il se lève et essaie d'invoquer le corbeau qui lui a redonné la vie, mais à la place, un écran de statue apparaît devant lui, et lui indique que sa nouvelle quête est d'éveiller les 4 talents d'un Tomb Raider, ce qui le prend complètement au dépourvu. Un garde passe à côté de lui et ne semble pas du tout remarquer l'écran de statue, ce qui indique à Seo qu'il est le seul à pouvoir le voir. De plus, il réalise qu'il peut actuellement voir des objets dans un rayon d'1 mètre autour de lui, ce qui était à l'origine une capacité liée à la relique de l'archéologue. Mais comme il ne possède plus cette relique, il se demande pourquoi cette capacité reste avec lui. Seo examine de plus près son écran de statue et voit qu'il a déjà acquis un des 4 talents, ce qui signifie qu'il lui reste encore 3 à débloquer. Cela lui apporte un certain soulagement car cela signifie qu'il a déjà un léger avantage. Mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la relique du corbeau fait tout cela pour lui. Le détective Kim arrive alors pour libérer Seo, et une fois dehors, Kim lui dit qu'il est vraiment malchanceux. Puisque Yu est apparemment un récidiviste en matière de provocation de combat, Kim rit de toute cette histoire. Seo pense silencieusement et se rappelle que le détective Kim était la seule personne à l'avoir soutenu quand il n'avait absolument rien. Ils commencent à rentrer chez eux ensemble, et en chemin, Seo demande à Kim s'il a remarqué des incidents étranges dernièrement, et à en juger par l'air confus de Kim face à la question, Seo peut dire que les reliques n'existent pas encore dans cette version du monde. Après avoir dit au revoir, Seo s'éloigne seul et réalise que c'est exactement à ce moment-là que les tombes commencent à apparaître, et qu'il n'y a encore aucun utilisateur de reliques, ce qui signifie que c'est sa chance parfaite pour prendre de l'avance. Il mentionne que la plupart des premières reliques sont apparues en Europe et en Amérique. Pourtant, Seo continue de réfléchir à des moyens de se procurer de l'argent car il doit acheter des billets d'avion. En tournant dans une ruelle, il tombe directement sur le gang pour lequel il avait travaillé dans sa vie passée et il sourit en se disant qu'il vient de trouver sa vache à lait. Dans sa vie passée, il était si désespéré d'argent qu'il avait fini par travailler pour ce gang et pendant ce temps, il avait été traité pire qu'un chien. Un des membres du gang essaye de lui donner une gifle, mais Seo le met facilement à terre d'un mouvement rapide. Seo se tourne alors pour parler aux autres, leur disant qu'il démissionne et que tout ce qu'ils ont à faire maintenant est de lui payer les salaires et l'indemnité de licenciement qui lui sont dus. Mais le gang refuse de reculer et se jette sur Seo. Bien que Seo utilise facilement ses compétences en arts martiaux pour les mettre à terre un par un, les membres du gang sont complètement choqués par les capacités de Seo, car il avait toujours été considéré comme sans espoir en matière de combat. Après un moment, Seo remarque que ses mains commencent à trembler. Alors, il décide de conclure rapidement. À un certain moment, la seule personne encore debout est le chef du gang. Et désespéré de mettre Seo à terre, il sort sa lame spéciale et se prépare à charger. Seo repère immédiatement la lame et peut dire tout de suite qu'il s'agit d'une relique. Il n'est pas tout à fait sûr de pourquoi quelque chose comme ça existe déjà si tôt dans l'Apocalypse, mais il est certain d'une chose, c'est que cela va être à lui. Seo saisit la lame du chef du gang et décide de montrer aux autres membres du gang ce qu'elle peut vraiment faire. L'arme lui donne un énorme coup de pouce en vitesse et en force,
lui permettant de vaincre les membres du gang en quelques secondes. Après avoir laissé plusieurs d'entre eux avec des blessures par arme blanche, les membres restants perdent tout leur courage et veulent juste partir chez eux. Pendant ce temps, à la galerie Zhang, la femme en charge reçoit un appel de son subordonné. Il explique que Seo est soudainement devenu incroyablement fort, a battu tous les membres, a volé tous les yens de leur compte et a même pris la statue de Bouddha. Furieuse, elle l'appelle idiot et lui ordonne de récupérer la statue immédiatement. En même temps, Seo traverse la ville en portant la statue de Bouddha, se demandant quoi en faire. Plus tôt, il avait visité un prêteur sur gage, mais le courtier lui avait dit que la statue n'avait pratiquement aucune valeur. Cependant, Seo n'y croit pas. Après avoir vu à quel point le chef du gang, Heirai, était désespéré de la récupérer, il est convaincu qu'elle doit avoir de la valeur. Seo utilise son talent d'évaluation et découvre qu'il y a une substance étrange cachée à l'intérieur de la statue. Il utilise la lame pour l'ouvrir et trouve une petite bouteille avec un liquide mystérieux. Un large sourire apparaît sur son visage, réalisant qu'il a évité une grosse erreur en ne la vendant pas au prêteur sur gage. Aux galeries, le détective Kim arrive avec Heirai menotté. Il dit au PDG que la police a reçu un rapport sur des drogues illégales vendues ici. La femme nie immédiatement, insistant sur le fait qu'il ne traite que d'œuvres d'art. Cependant, le détective Kim lui dit de ne pas faire semblant, car la police a déjà trouvé des preuves dans leur entrepôt. Elle est choquée que la police sache même que l'entrepôt existe, mais elle se reprend rapidement, croyant qu'il n'y a rien à craindre puisque chaque pièce est protégée par un mot de passe. Juste à ce moment, un des agents parle dans le talkie-walkie de Kim et annonce qu'ils ont fouillé chaque pièce et découvert de grandes quantités de drogue. La femme est complètement stupéfaite. Chaque pièce était censée être verrouillée par un mot de passe, donc elle ne comprend pas comment la police est entrée. Avant d'être emmené, le détective Kim tient son téléphone près de son oreille. À l'autre bout, Seo lui dit qu'il était assez imprudent de ne pas changer les mots de passe de temps en temps. Au moment où elle entend sa voix, elle réalise que c'était Seo depuis le début et crie son nom avec colère tandis que les agents l'escortent. En rentrant chez lui, Seo reçoit un message du détective Kim lui annonçant que la récompense de 10 millions yens pour son indice lui sera bientôt envoyée. Avec son argent de départ enfin sécurisé, Seo décide qu'il est temps de rentrer, de dormir et de se préparer pour demain, car c'est là que la chasse au tombeau commencera enfin. Cependant, il est accueilli par une énorme surprise. Un tombeau mystérieux est apparu juste à l'endroit où se tenait sa maison. Seo s'approche prudemment et entend une agente de la CIA nommée Linda parler à quelqu'un. Elle dit qu'ils ont de la chance que personne n'ait réalisé que la structure étrange est en fait un tombeau. C'est pourquoi ils prévoient de le faire exploser dès demain matin. Un instant plus tard, Linda tombe soudain sur Kenshi, un membre de l'équipe d'excavation japonaise. À cause de leur passé, elle l'appelle immédiatement voleur. Mais Kenshi rétorque, lui disant de ne pas faire l'innocente car ils savent tous les deux exactement ce qu'ils cherchent. Seo écoute silencieusement leur conversation et apprend qu'ils ont l'intention d'utiliser des explosifs pour forcer l'entrée du tombeau. Entendre cela lui fait réaliser qu'il n'y a toujours pas de véritables experts qui comprennent à quel point ces tombeaux sont dangereux. Seo voit cela comme une bonne nouvelle car cela signifie qu'il est actuellement la personne la plus expérimentée dans les parages. Soudain, d'étranges marques rouges commencent à se répandre sur le sol. Seo les reconnaît immédiatement comme des glyphes de tombeaux. Ces écrits anciens contiennent des informations importantes sur le tombeau. Quiconque peut les lire peut découvrir où l'entrée est cachée et aussi apprendre les emplacements des pièges dangereux avant d'entrer. Seo étudie attentivement les glyphes et presque instantanément, son système s'active. Une notification apparaît annonçant qu'il a acquis la compétence linguistique. Cette nouvelle capacité améliore considérablement sa compréhension de chaque langue. Grâce à cette compétence, les symboles étranges deviennent soudainement faciles à lire. Après avoir examiné les écrits un moment, Seo comprend rapidement où se trouve l'entrée. Sans perdre de temps, il active l'entrée cachée et la frappe avec sa lame. Au moment où son attaque touche, une énorme explosion éclate dans le ciel, envoyant une puissante onde de choc dans la zone. Le bruit fort attire immédiatement l'attention de tout le monde, y compris celle de Linda et Kenshi. Tous deux se tournent rapidement vers la source de l'explosion et réalisent que quelque chose d'incroyable se passe. L'entrée du tombeau s'ouvre toute seule. Craignant de manquer leur chance si elle se referme,
Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent avant de sauter à l'intérieur. Pendant ce temps, Seo continue calmement plus profondément dans le tombeau. Après avoir marché un moment, il arrive à un étang mystérieux qu'il reconnaît instantanément de ses souvenirs du futur. Il sait déjà exactement ce qui se cache sous l'eau. Si un artefact est jeté dans l'étang, il réveillera le serpent qui y dort depuis des années. Sans hésitation, Seo jette sa lame dans l'eau. Le paisible étang commence à trembler, de grandes vagues se formant à sa surface. Peu après, le serpent géant émerge lentement de l'eau, ouvrant les yeux après son long sommeil. Il accueille son nouveau visiteur avant d'ouvrir sa énorme bouche. À l'intérieur se trouvent 2 armes reliques de haute qualité. Le serpent demande à Seo laquelle des armes il a perdu. Seo sait déjà que ce n'est qu'un test. Dans le futur, de nombreux Tomb Raider stupides ont échoué, parce qu'ils ont menti, prétendant qu'une des armes précieuses leur appartenait. Le serpent punissait immédiatement quiconque répondait mal. Se rappelant cette leçon, Seo dit calmement la vérité et déclare que les armes ne lui appartiennent pas. Le serpent est satisfait de son honnêteté. Il félicite Seo avant de lui présenter sa vraie lame. Tout semble se dérouler comme prévu. Seo demande poliment s'il peut examiner son arme de plus près. Le serpent baisse sa garde un bref instant. Au lieu d'accepter la récompense paisiblement, il attaque soudainement. Il saisit sa lame et tranche le serpent sans prévenir. La créature géante pousse un cri de douleur et lui demande pourquoi il attaquerait après avoir réussi l'épreuve. Seo n'hésite pas à répondre. Il explique qu'il ne fait pas confiance aux reliques. Passer l'épreuve d'un relique ne garantit pas une récompense juste. Il y a toujours la possibilité que le relique ait d'autres intentions. Seo se souvient même d'un autre Tomb Raider qui a réussi l'épreuve d'un relique, mais a ensuite sombré dans la folie et est devenu un tueur en série. Après avoir entendu de telles histoires, Seo n'a pas l'intention de prendre des risques inutiles. S'il y a la moindre chance que le serpent le trahisse, il préfère éliminer la menace maintenant. Le serpent devient furieux et charge droit vers lui. Seo réagit immédiatement en sautant haut dans les airs avant d'enfoncer sa lame profondément dans le corps du serpent. Un autre rugissement douloureux résonne dans la chambre. Même après une blessure aussi grave, le serpent refuse de tomber. Sachant que des attaques ordinaires ne suffiront pas, Seo active sa technique de domination. Une puissante vague d'énergie s'écoule de son corps directement dans le serpent. La créature crie à nouveau alors que la technique commence à forcer sa volonté à se soumettre. La domination est une capacité spéciale qui permet à son utilisateur de forcer un relique à obéir. Elle s'oppose complètement à l'affinité, qui permet de contrôler un relique en établissant une relation de confiance. Cependant, aucune de ces méthodes n'est considérée comme parfaite. La relation idéale entre un relique et son propriétaire est connue sous le nom de compatibilité, où les 2 parties se comprennent naturellement et combattent ensemble comme un. On la compare souvent à la connexion entre un musicien talentueux et son instrument préféré. Même avec la domination qui l'affecte continuellement, le serpent refuse obstinément de se rendre. Il continue de lutter de toutes ses forces, essayant de résister au contrôle de Seo. Voyant qu'il refuse toujours de se soumettre, Seo décide de tout mettre dans une dernière attaque. Il concentre encore plus de pouvoir dans sa technique de domination, tout en le canalisant directement à travers sa lame. L'énergie déchire le corps du serpent, le faisant crier encore et encore. Le combat se poursuit encore quelques instants, avant que la créature atteigne enfin sa limite. La technique de domination de Seo réussit finalement à exercer complètement le serpent. Avec l'épreuve terminée selon ses propres termes, Seo revendique officiellement le serpent comme son nouveau relique. En récompense, il reçoit une hache en or et une hache en argent. Une notification apparaît, montrant que ses stats ont encore augmenté. Seo prend un moment pour examiner les améliorations, satisfait des résultats de son pari. Peu après, Linda et Kenshi atteignent enfin l'étang, pensant savoir comment fonctionne l'épreuve. Ils copient la même méthode en jetant une relique dans l'eau. Cependant, rien ne se passe. L'étang reste complètement immobile. Ils fixent l'eau, confus, ne comprenant pas pourquoi l'épreuve ne commence pas. Aucun d'eux ne réalise que Seo l'a déjà terminée et a revendiqué la relique. Avant qu'ils ne puissent enquêter, la grotte commence à trembler violemment. De grandes fissures se forment sur les murs alors que d'énormes morceaux de rocher tombent du plafond. Réalisant que la tombe s'effondre, Linda et Kenshi abandonnent l'épreuve et courent vers la sortie aussi vite qu'ils le peuvent, échappant de justesse avant que le passage ne soit complètement scellé. Pendant ce temps,
À la galerie, les membres restants de la bande sont toujours furieux. Leur chef a été arrêté, leurs drogues ont été saisies, et tout ce pourquoi ils ont travaillé s'est effondré à cause de Seo. Un membre de la bande nommé Nabaru serre les poings et jure qu'il fera payer Seo pour tout ce qu'il a fait. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne et il est choqué de voir. L'appelant est Seo lui-même. Dès que Nabaru répond, Seo lui dit d'oublier les salutations et de passer aux choses sérieuses. Il veut que Nabaru rassemble le reste de la bande car il a un travail pour eux. Seo explique que sa prochaine cible est Mitas, la plus grande maison de vente aux enchères secrètes au monde, située à Las Vegas. Il pense que cette maison d'enchères détient des informations précieuses pour préparer les événements à venir. S'il peut y accéder, il aura un avantage majeur sur les autres. Il ordonne à Nabaru et à ses hommes d'assister à l'enchère de ce mois-ci, d'acheter quelques objets spécifiques et de surveiller un homme nommé Jack Kamen, mieux connu sous le nom de GK. Cependant, Seo pense en silence que Jack Kamen n'est pas vraiment l'alias d'Ogawara. Nabaru souligne rapidement qu'entrer dans Midas est presque impossible. Seules des personnes extrêmement riches et influentes sont autorisées à entrer. Seo lui dit simplement de ne pas s'inquiéter pour les dépenses. Il promet de bien les payer pour avoir accompli le travail. Puis, d'une voix calme, il leur rappelle que refuser n'est pas vraiment une option. Ils peuvent soit accepter la mission, soit le laisser les battre à nouveau, se souvenant de la façon dont Seo les a vaincus auparavant. Noboru et les autres décident instantanément que prendre le travail est le meilleur choix. Le lendemain, Seo se prépare à continuer la chasse aux reliques. Avant de quitter la maison, il jette un coup d'œil dans la rue et remarque un bulletin d'information diffusé sur une grande télévision. Le journaliste annonce qu'un 4e meurtre inexpliqué a eu lieu. Selon le rapport, le suspect a tenté de se suicider en s'auto-immolant. En entendant cela, Seo réalise immédiatement que tout se déroule exactement comme avant l'apparition des tombes dans le futur. La chronologie n'a pas changé autant qu'il l'espérait. Alors que Seo continue de marcher, il heurte accidentellement Kenshi, qui le reconnaît immédiatement. Voir Kenshi ici dit à Seo quelque chose d'important. Si Kenshi est apparu à cet endroit, alors une autre tombe est presque certainement sur le point de se révéler. Seo remarque aussi que Kenshi porte une relique. Cependant, il est évident qu'il est encore inexpérimenté car il n'essaie même pas de cacher l'aura de la relique. Quiconque a suffisamment d'expérience pourrait facilement le remarquer. Kenshi est encore en train de crier à Seo pour l'avoir heurté quand le sol commence soudainement à trembler sous leurs pieds. Seo comprend immédiatement qu'une autre tombe se manifeste. Sans dire un mot de plus, il court vers la source du trouble, déterminé à l'atteindre avant quiconque. À peu près au même moment, le téléphone de Kenshi se met à sonner. S'attendant à une mise à jour normale, il répond sans trop y penser. Au lieu de cela, son associé lui annonce une nouvelle choquante. L'homme coréen portant la hache d'or et d'argent a été aperçu à proximité. Dès que Kenshi entend ces mots, tout prend soudain sens. Il réalise enfin que Seo a toujours été l'homme mystérieux de la prophétie. Après que la tombe émerge enfin, Seo et les autres se réveillent à l'intérieur d'une tombe mystérieuse. En regardant autour de lui, Seo remarque immédiatement quelque chose d'étrange. Plusieurs épées brisées sont éparpillées dans la zone, beaucoup étant plantées dans le sol. La vue de toutes ces armes brisées fait réaliser à Seo que la relique cachée dans cette tombe doit être incroyablement puissante. Il examine de plus près les armes et reconnaît soudain leur fabrication. Il comprend que les épées ont été créées par les Muramasa, une célèbre et ancienne famille de forgerons. La famille Muramasa est bien connue pour créer des armes extrêmement puissantes, et leurs épées sont considérées comme des trésors nationaux en raison de leur incroyable tranchant. Leurs armes sont si célèbres qu'encore aujourd'hui, les gens les reconnaissent par leur artisanat unique. Il pense aussi que la tombe elle-même doit être fortement liée à la famille Muramasa et à leurs armes. Si tant d'épées sont ici, alors la relique cachée pourrait aussi leur être liée. Cependant, avant que Seo puisse explorer davantage, son système apparaît soudain avec un avertissement important. Il l'informe que l'aura maléfique de la tombe a commencé à attaquer son corps. Seo devient immédiatement inquiet et retrousse sa manche pour inspecter son bras, remarquant que sa peau commence à brûler. Réalisant le danger de la situation, il sait qu'il doit trouver la relique et s'échapper rapidement. Malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien qu'il l'espérait.
Seo continue d'explorer la tombe, s'attendant à trouver la relique rapidement. Cependant, la tombe s'avère beaucoup plus grande que prévu. Il continue de se déplacer d'une zone à l'autre, mais il ne semble y avoir aucun signe de la relique. Pour aggraver les choses, même la hache d'or ne parvient pas à localiser la relique. Seo devient de plus en plus frustré, réalisant que sa méthode habituelle pour trouver des trésors cachés ne fonctionne pas cette fois. Seo commence alors à penser à Kenshi. Il se souvient que Kenshi l'avait suivi plus tôt et se demande s'il pourrait savoir quelque chose sur la tombe. Seo aperçoit alors un groupe de personnes piégées dans un trou. Mais ce qui attire le plus son attention, c'est une lycéenne qui devient complètement folle parce qu'elle a été empoisonnée par une relique. Quiconque est coupé par la lame de cette relique se retrouverait dans le même état que la fille. Seo appelle les autres dans le trou et leur demande qui les a poussés là. Après avoir appris que c'était Kenshi, il réalise que Kenshi les a offerts en sacrifice pour que le pont sacré apparaisse. Ensuite, Seo sort l'artefact qu'il a volé à Kenshi et réalise qu'il s'agit en fait d'une relique spéciale appartenant aux frères Soleil et Lune. Son système s'illumine alors et l'informe qu'il a éveillé 4 nouvelles compétences. Seo décide immédiatement de mettre ses nouvelles compétences à l'épreuve en sautant dans le trou et en combattant la fille possédée. Après un combat difficile, il parvient à l'attacher avec sa corde de relique et à la libérer de la malédiction. Ensuite, Seo demande aux autres civils où se trouve Kenshi, et l'un d'eux lui répond qu'il a été vu pour la dernière fois en train de traverser le pont. Seo entend cela et comprend que Kenshi a dû obtenir cette information de l'utilisateur de la relique prophétique. Mettant cela de côté, la fille possédée demande à Seo de retirer la corde de relique, alors il la rétracte immédiatement et la libère. Pendant ce temps, Kenshi est vu traversant le pont en parlant au téléphone avec l'un de ses collègues. Lorsqu'il atteint enfin le trou, il suppose que les personnes qu'il a poussées à l'intérieur ont déjà été sacrifiées. Il glisse donc dans le trou et commence à chercher la relique. Cependant, après avoir cherché un moment, Kenshi commence à se frustrer car il ne voit que des épées brisées et ne trouve toujours pas les Muramasa. Mais juste quand il commence à perdre patience, le groupe de personnes qu'il a poussées dans le trou surgit soudain et se jette sur lui. Ils entourent immédiatement Kenshi et commencent à le frapper. Pendant qu'ils le frappent, Kenshi regarde derrière eux et voit Seo, là, seul. Il réalise tout de suite que Seo doit être derrière tout ça. Seo se moque alors de Kenshi en l'appelant incompétent car il avait déjà une longueur d'avance. Pourtant, il n'a toujours pas trouvé la relique. Une fois cela mis de côté, Seo utilise sa hache dorée pour localiser la lame de Muramasa. Une fois qu'il trouve son emplacement, il utilise son pouvoir pour faire voler la lame directement dans ses mains. La lame de Muramasa reconnaît alors Seo comme son nouveau porteur. Cependant, elle l'avertit que s'il veut en prendre le contrôle total et libérer son véritable pouvoir, il devra d'abord tuer 10 humains, car l'épée nécessite du sang humain pour activer ses pleines capacités. Mais Seo refuse de tuer des innocents juste pour gagner plus de pouvoir. Au lieu de cela, il utilise sa compétence de domination pour forcer l'épée Muramasa à obéir à ses ordres et à se soumettre à lui. La Muramasa résiste au contrôle de Seo pendant un moment, mais Seo parvient finalement à la maîtriser. L'épée commence alors à briller d'une aura bleue, laissant Kenshi complètement incrédule face à ce qu'il vient de voir. Ensuite, les civils commencent à sortir du trou. Seo remarque alors Kenshi essayant de s'enfuir discrètement. Il s'approche de lui tape sur l'épaule et lui fait savoir qu'il ne trompe personne. Kenshi commence alors à supplier Seo de le laisser sortir du trou. Il promet même de donner à Seo toutes sortes de choses s'il l'aide à s'échapper, mais Seo n'est pas intéressé par ce que Kenshi a à offrir. Au lieu de cela, il enfonce simplement son genou dans le ventre de Kenshi avant de sortir lui-même du trou. En partant, Seo ordonne à la tombe de se fermer. Elle suit ses instructions, faisant tomber plusieurs énormes rochers qui écrasent Kenshi à l'intérieur. Pendant ce temps, le Parlement japonais regarde les nouvelles, et le président devient extrêmement en colère car tout le monde ne parle que des tombes et des reliques. Il est particulièrement furieux contre Mori, le chef de l'équipe d'excavation, car Mori lui avait déjà assuré qu'il s'occuperait de tout. Mori assure alors au président que les choses sont différentes maintenant, et comme Seo est devenu leur plus gros problème, il promet de l'éliminer personnellement. Pendant ce temps, dans une salle de bain, Seo regarde son bras marqué et réalise rapidement que la blessure est le résultat de l'utilisation de sa compétence de domination.
Chaque fois qu'il utilise cette compétence pour prendre le contrôle d'une relique, celle-ci se réinitialise, mais le processus cause également des dommages à son propre corps. Plus la relique est puissante, plus le corps de Seo subit de dégâts. À cause de cela, Seo réalise qu'il ne pourra pas survivre longtemps s'il continue à utiliser sa compétence de domination de cette manière. Seo continue de se plaindre de ses blessures un moment avant de plonger la main dans sa poche et d'en sortir une petite relique en forme de pilule, qu'il décide de manger. Et au moment où il le fait, il est choqué de voir que toutes les marques de brûlure sur son corps ont complètement disparu. De plus, il acquiert une nouvelle capacité appelée tolérance. Alors que Seo est allongé dans son lit, il réalise bientôt que la compétence de tolérance lui permet de neutraliser le poison. Cela lui rappelle le corbeau qu'il a envoyé ici. Et il commence à se demander pourquoi le corbeau essaierait intentionnellement de rendre sa vie dans ce monde beaucoup plus facile. Le système de Seo l'informe alors soudainement qu'une relique de grade S l'observe actuellement. Seo commence à se demander s'il pourrait s'agir du livre des prophéties, un trésor ancien du Japon. Contrairement aux reliques normales, le livre des prophéties ne crée pas de tombe. Au lieu de cela, il choisit son propriétaire par lui-même, et la personne choisie était une fille nommée Yuka. Le gouvernement japonais a rapidement appris l'existence du livre et a proposé à Yuka un accord généreux pour lui permettre d'utiliser le livre des prophéties pour leurs opérations d'excavation. Les choses se sont bien passées pendant un moment, mais Yuka n'a jamais vraiment été du genre à étudier et elle a toujours eu du mal à comprendre l'ancien langage du livre. Puis, un jour, une étrange prophétie est soudainement apparue, et il était clair que les choses ne s'étaient pas bien terminées pour Yuka. Maintenant, dans le présent, il est enfin temps pour Yuka de lire à nouveau le livre des prophéties. Cependant, elle est choquée lorsque le livre lui donne soudainement la prophétie qu'elle va mourir. Cependant, toute cette situation fait en réalité partie du plan de Seo. Il est maintenant au Japon, assis dans un restaurant et mangeant tranquillement des sushis en attendant que les agents japonais fassent irruption. Il sait qu'ils doivent croire qu'il est là pour tuer Yuka. Les agents disent alors à Yuka de jouer le jeu, de servir Izio comme une cliente normale et de le regarder dans les yeux pour que le livre des prophéties puisse le marquer pleinement. Ils lui demandent aussi de les signaler si quelque chose d'inhabituel se produit. Yuka entre dans le restaurant et tombe immédiatement amoureuse de Seo, pensant qu'il est incroyablement beau. Quand Seo tend soudain la main vers son épée, les agents à l'extérieur se préparent à attaquer. Mais avant qu'ils ne puissent agir, Yuka ferme soudainement la porte, empêchant les agents d'entrer. Yuka commence alors à flirter avec Seo par message, car ils ne parlent pas la même langue. Seo admet que Yuka a une énergie très attirante, alors il décide de jouer le jeu avec elle. Pendant ce temps, les agents continuent d'attendre dehors, totalement inconscients de ce que Seo prévoit. Une explosion éclate à l'intérieur du restaurant. Quand la fumée se dissipe, les agents se retrouvent ligotés par la corde de relique de Seo. Seo sort alors tranquillement du restaurant avec Yuka à ses côtés. Avec les agents laissés ligotés derrière eux, Seo se tourne vers Yuka et lui demande où elle veut aller pour leur premier rendez-vous. Seo et Yuka sortent dans les rues, et Seo lui dit à quel point c'est fou que ses soldats prévoyaient de l'envoyer sur le front. Yuka acquiesce et dit que c'était vraiment énervant qu'il la surveille partout. Seo lui caresse simplement la tête et suggère qu'il devrait peut-être causer un peu de trouble à ces idiots. En continuant de marcher ensemble, Yuka commence à réaliser que Seo n'est pas la personne maléfique que tout le monde prétendait. D'après tout ce qu'elle a vu jusqu'à présent, quelqu'un comme lui ne lui ferait jamais de mal. Puisqu'elle croit que Seo ne sait pas qui elle est vraiment, elle pense qu'elle peut secrètement lire son avenir maintenant qu'ils se sont enfin rencontrés. Cependant, elle se souvient soudain qu'elle a laissé le livre des prophéties chez elle. Après être arrivée dans un endroit tranquille sans personne autour, Seo place soudain son épée contre la gorge de Yuka. Il écrase alors son téléphone sous son pied avant de lui dire calmement qu'il sait déjà qu'elle est celle qui possède le livre des prophéties. En entendant cela, Yuka est terrifiée. Elle commence à paniquer en réalisant que Seo connaît sa véritable identité depuis le début. Un peu plus tard, ils s'assoient tous les deux dans un bar à proximité. Seo pose un carnet sur la table et dit à Yuka d'écrire chaque prophétie qu'elle voit dans le livre des prophéties. Yuka essaie d'expliquer qu'elle ne peut pas faire ça parce qu'elle a laissé le livre chez elle. Cependant, Seo rejette immédiatement cette excuse.
Il lui dit de simplement toucher le tatouage sur son corps et de dire les mots « livre des prophéties » et la relique apparaîtra. Yuka fait exactement comme Seo lui dit, et elle est choquée lorsque le livre des prophéties apparaît soudainement devant elle. Seo lui dit alors de commencer à écrire toutes les prophéties qu'elle peut trouver. Il l'avertit de ne laisser aucune prophétie de côté, car chaque prophétie pourrait être importante. Yuka passe beaucoup de temps à tout écrire, remplissant page après page de prophéties du livre. Après avoir écrit pendant un bon moment, elle finit par poser le stylo et dit à Seo qu'elle ne peut plus continuer car sa main lui fait trop mal. Elle propose même de lui remettre le livre des prophéties à la place et demande s'il va juste la laisser partir. Cependant, Seo refuse immédiatement. Il lui dit que si prendre le livre des prophéties était si simple, il l'aurait fait lui-même depuis longtemps. Le livre est une relique légendaire de grade S et essayer de le forcer sous son contrôle avec son pouvoir de domination entraînerait une énorme pénalité. Seo réalise que le Muramasa n'était qu'une relique de bas grade, mais le forcer à lui obéir a presque brûlé toute sa main. Comparé à ça, le livre des prophéties est d'un tout autre niveau. S'il essayait d'utiliser la domination sur une relique de grade S comme celle-ci, il est certain que le contre-coup serait probablement assez fort pour le tuer sur le coup. Puis, après un petit moment, Seo se lève et sort son épée. Yuka suppose immédiatement qu'il va la tuer. Alors, elle commence désespérément à essayer de le convaincre de son utilité. Elle lui dit qu'elle peut l'aider avec le livre des prophéties et que la garder en vie lui serait bien plus bénéfique que de se débarrasser d'elle. Cependant, Seo lui dit qu'elle se trompe complètement. Sans dire un mot de plus, il brandit son épée et détruit le livre des prophéties, provoquant une petite explosion. Au moment où la relique est détruite, Yuka perd soudainement connaissance. Alors qu'elle s'effondre, Seo dit doucement qu'il fait tout cela pour elle. Juste à ce moment, le système de Seo s'illumine et l'informe qu'il a gagné un énorme nombre de points supplémentaires. Avant qu'il ait le temps d'y penser, un groupe de soldats fait irruption dans le bâtiment, à la recherche du livre des prophéties. Cependant, Seo leur dit calmement qu'ils sont trop tard. Il pointe simplement la relique détruite et leur montre que le livre est déjà réduit en morceaux. Les soldats perdent immédiatement leur calme et se préparent à tirer sur Seo. Cependant, Seo lance négligemment une relique gélatineuse dans la main de Mori. La relique libère instantanément l'odeur de la nourriture préférée de chacun, plongeant tout le monde dans un état de transe. Chaque soldat capte l'arôme. Quelques instants plus tard, ils commencent tous à se battre pour un bol imaginaire de gâteau de riz. Pendant qu'ils sont complètement distraits, Seo s'éclipse discrètement. Lorsque les soldats reprennent leurs esprits, Seo est déjà en vol pour Las Vegas. Pendant le vol, Seo repense à l'incident connu sous le nom de Grande Tombéfication. Il y a longtemps, le monde entier a été englouti par une tombe colossale. Cet événement a conduit à la propagation des reliques à travers le monde. Seo se souvient également d'avoir entendu parler du légendaire Jardin de la Gourmandise, et il est convaincu que cela fait référence à l'enchère Midas qui se tient à Las Vegas. Peu après, Seo arrive à Las Vegas et retrouve son partenaire. Ensemble, ils commencent à examiner la liste des participants attendus à l'enchère. La personne que Seo recherche est un homme nommé Ogwara Teze, et il est presque certain qu'Ogwara sera présent. Seo parcourt ensuite la liste des reliques qui seront mises aux enchères. Cependant, il est choqué de réaliser qu'aucune d'elles n'est une relique de grade Dieu. Cela le laisse immédiatement confus, car la prophétie suggérait clairement qu'une chose beaucoup plus précieuse apparaîtrait. Malgré cela, Seo décide de participer à l'enchère. Son associé lui rappelle rapidement que les enchères commencent à 1 million Ion et Seo n'a évidemment pas cette somme. Seo le sait déjà, mais il rappelle simplement à Noboru qu'ils sont à Las Vegas. Pour lui, il y a encore beaucoup d'argent à gagner avant le début de l'enchère. En même temps, un homme d'affaires mystérieux reçoit un appel l'informant que Seo a détruit le livre des prophéties à lui seul. L'appelant demande s'ils doivent traquer Seo et l'éliminer pour ce qu'il a fait. Cependant, l'homme d'affaires rejette immédiatement l'idée. Au lieu de tuer Seo, il veut le recruter. Il croit que Seo pourrait devenir un allié extrêmement précieux s'ils réussissent à le convaincre de les rejoindre. Pendant ce temps, Seo est déjà à l'intérieur d'un des casinos. Rapidement, il attire une énorme foule après avoir gagné plusieurs jackpots d'affilée. Sa série de victoires incroyables attire rapidement l'attention du personnel du casino, qui devient suspicieux qu'il puisse tricher.
Les responsables du casino arrêtent Seo et l'inspectent minutieusement, vérifiant tous ses effets personnels. Cependant, le seul objet inhabituel qu'ils trouvent est un simple porte-clés. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le porte-clés est en réalité la hache dorée de Seo. Déguisé en porte-clés, Seo utilise secrètement son pouvoir d'attirer la richesse, lui permettant de gagner jackpot après jackpot sans éveiller trop de soupçons. Juste à ce moment-là, l'homme d'affaires mystérieux de tout à l'heure entre soudainement dans le casino. Dès que Seo le voit, il le reconnaît immédiatement comme Takuya. Seo sait que si quelqu'un comme Takuya est venu en personne, alors quelque chose de majeur est sur le point de se produire. Peu de temps après, Seo repère enfin Tae-jun, son ancien patron. Dès que leurs regards se croisent, l'expression de Seo devient sérieuse alors qu'il le fixe. Cependant, Tae-jun passe simplement à côté de lui car ils ne se sont pas encore officiellement rencontrés. Seo ne peut s'empêcher de sourire. Il est convaincu qu'avant la fin de la nuit, il repartira avec toutes les reliques précieuses. Mais à ce moment-là, Noboru l'alerte que le sac qu'il porte tremble violemment. Seo l'ouvre rapidement et voit la hache en argent vibrer frénétiquement. Seo comprend immédiatement ce qui se passe. La hache en argent réagit ainsi seulement lorsque des ennemis ciblent la richesse de quelqu'un. Cela signifie qu'il y a des gens dangereux tout près, déjà fixés sur lui. Seo regarde autour du casino, essayant de repérer la menace. C'est alors qu'il remarque que les gens commencent à paniquer pour des raisons totalement différentes. Voyant les réactions étranges de tous, Seo se demande ce qui se passe exactement. Juste à ce moment-là, une belle fille blonde entre dans la pièce et dès que Seo la voit, il la reconnaît immédiatement comme Irene, la fille de la famille Hilton. Dans sa vie précédente, Irene avait un pouvoir terrifiant. Elle était connue comme la reine de la faillite, car quiconque restait près d'elle était frappé par de terribles malheurs. Se souvenant de cela, Seo sait qu'il doit rester le plus loin possible d'elle. Seo se retourne immédiatement et essaie de partir, mais Irene le remarque tout de suite et s'approche de lui. Seo accélère le pas, espérant sortir avant qu'elle ne le rattrape. Cependant, au moment où il saisit la poignée de la porte, il reçoit une décharge. En même temps, son système apparaît et l'informe qu'une présence inquiétante vient de la porte. Avant que Seo puisse réagir, Irene le rattrape et saisit son bras. Elle lui dit poliment qu'elle souhaite lui demander une faveur. Dès qu'elle le touche, Seo voit ses statistiques chuter à un rythme alarmant à cause de la malchance d'Irene. Seo secoue rapidement sa main et lui demande ce qu'elle veut. Irene demande à Seo s'il est la personne qui a gagné plusieurs jackpots d'affilée. Elle dit qu'elle l'a observé et veut connaître le secret de sa chance incroyable. Seo nie immédiatement savoir quoi que ce soit à ce sujet. Cependant, avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, ses subordonnés interviennent dans la conversation. Ils disent à Seo de ne pas gâcher une si belle occasion de parler à une jolie fille. Sung-woo s'approche immédiatement et essaie de demander le numéro d'Irene. Au moment où il le fait, la malchance d'Irene s'active. En quelques secondes, tout le monde autour d'eux est soudainement frappé par une mystérieuse épidémie. Seo essaye immédiatement de fuir avant que la malchance ne l'atteigne aussi, mais il se heurte à la porte verrouillée. Le voyant piégé, Irene s'approche et s'excuse. Elle explique qu'elle sait déjà que ceux qui s'approchent d'elle rencontrent finalement de terribles malheurs. C'est exactement pourquoi elle voulait connaître le secret de Seo. Elle espère que si elle peut l'apprendre, peut-être que cela l'aidera. Seo regarde dans les yeux innocents d'Irene et n'arrive pas à croire qu'elle soit la même personne qu'il connaissait dans sa vie précédente. À l'époque, elle était cruelle, sans cœur et redoutée de tous. La douce fille devant lui maintenant ne pourrait pas être plus différente. Juste à ce moment-là, le système de Seo réapparaît soudainement. Il l'informe que sa compétence de tolérance s'est activée, réduisant les effets des reliques ennemies de moitié. Seo réalise immédiatement que c'est la même compétence qu'il a acquise après avoir mangé la relique en forme de pilule plus tôt. Lorsqu'il comprend comment cela fonctionne, un léger sourire apparaît sur son visage. Il n'a plus besoin d'éviter Irene, car sa malchance ne l'affecte presque plus. En fait, Seo réalise que rester près d'Irene pourrait jouer en sa faveur. Sa malchance réduira la chance de tout le monde autour d'eux, lui donnant un avantage encore plus grand. Avec ça en tête, Seo demande à Irene de l'accompagner à la salle des enchères. En arrivant, il remarque que presque 2/3 du public a déjà disparu à cause de la malchance d'Irene. Il entend même que la société de Tae-jun a soudain pris feu. Pourtant,
Tae-jun assiste toujours à l'enchère, ce qui indique à Seo que les reliques mises en vente aujourd'hui doivent être bien plus précieuses que ce qui se passe dehors. En attendant le début de l'enchère, Seo pense à la gentillesse d'Irène. Il réalise que la seule raison pour laquelle elle est devenue la redoutée reine de la faillite dans sa vie précédente, c'est que sa relique a complètement ruiné sa vie. Un instant plus tard, Irène remercie Seo d'avoir accepté de lui faire visiter le casino. Seo sourit simplement et lui dit que ce n'est pas un problème. Ces mots gentils rendent Irène vraiment heureuse. Dès que son humeur s'améliore, le sol commence à trembler. Le système de Seo l'avertit immédiatement que plus Irène est heureuse, plus le pouvoir de sa relique grandit, causant encore plus de malheur autour d'elle. Le tremblement de terre dure quelques instants avant de s'arrêter quand Irène se calme à nouveau. Seo dit doucement à Irène de ne pas se blâmer pour sa malchance. Il lui dit qu'un jour, elle pourrait même devenir quelqu'un qui apporte du bonheur aux gens autour d'elle. Seo continue de parler avec Irène pendant un bon moment, faisant croire que résoudre son problème sera facile. Lorsque l'enchère commence officiellement, presque tous les participants ont complètement perdu la tête à cause de la malchance écrasante. Les gens commencent à se battre pour presque chaque relique qui apparaît sur scène, faisant grimper les prix. Cependant, la capacité de domination de Tae-jun s'avère incroyablement puissante. Il reste principalement indemne face à la relique d'Irène et parvient à remporter plusieurs enchères importantes. Chaque fois que Tae-jun s'intéresse à une relique apparemment sans valeur, Seo augmente immédiatement le prix de l'enchère. Il sait que Tae-jun ne gaspillerait pas d'argent sur quelque chose, à moins qu'il n'y ait une valeur cachée. Après un moment, Seo réussit à rayer plusieurs reliques précieuses de sa liste. Pourtant, la relique de grade divin mentionnée dans la prophétie n'est toujours pas apparue, le laissant se demander si la prophétie était d'une manière ou d'une autre erronée. Mais ensuite, tout change. L'enchérisseur annonce soudainement une relique spéciale appelée le jeune arbre d'amande mystérieux. Dès que Seo entend ces mots, ses yeux s'écarquillent de choc. Il réalise immédiatement que le soi-disant jeune arbre d'amande est en fait l'arbre légendaire de la vie éternelle. Seo lève la main pour faire une enchère et Tae-jun lève immédiatement la sienne pour l'égaler. Cela suffit à convaincre Seo que Tae-jun sait probablement ce qu'est vraiment l'arbre de la vie. Il y a longtemps, un roi légendaire qui régnait sur le royaume ancien de Dahlia est devenu obsédé par l'immortalité. Il a passé des années à chercher l'arbre de la vie, espérant qu'il lui permettrait de vivre éternellement. Avant que Seo ne voyage dans le temps, le poison des reliques avait complètement détruit son corps. La seule chose qui le maintenait en vie était le fruit de l'arbre de la vie. Mais le fruit était en possession de Tae-jun, ce qui obligeait Seo à faire tout son sale boulot juste pour survivre. Maintenant qu'il a une seconde chance, Seo sait qu'il ne peut pas laisser Tae-jun obtenir à nouveau l'arbre de la vie. S'il le fait, il sera contraint de faire face à ce même avenir misérable encore une fois. L'expression de Seo change immédiatement lorsque l'enchérisseur annonce que l'arbre de la vie est largement connu comme un simple médicament qui améliore la virilité. La foule devient instantanément excitée après avoir entendu cela. Profitant de l'atmosphère, l'enchérisseur commence les enchères à 200 000 $. Tae-jun choque tout le monde en faisant une enchère de 10 millions $. La pièce entière tombe silencieuse un instant après avoir entendu un chiffre aussi scandaleux. Même Seo commence à transpirer un peu. Alors que d'autres enchérisseurs riches décident de participer, le prix continue de grimper jusqu'à atteindre finalement 50 millions $. Seo commence à trembler en entendant des chiffres si élevés, car il n'avait jamais imaginé que les enchères atteindraient ce point. Puis, sans hésitation, Tae-jun augmente à nouveau le prix et enchérit 100 millions $. Après un bref moment de silence, aucun des autres enchérisseurs ne réagit. Voyant que personne ne parle, l'enchérisseur se prépare à clôturer l'enchère et à vendre l'arbre de la vie à Tae-jun pour 100 millions $. Juste avant que le marteau ne tombe, Seo fait un signe discret à Irène. Elle lève calmement la main et enchérit 150 millions $. Même Tae-jun est pris au dépourvu. Personne n'attendait qu'un enchérisseur aléatoire augmente le prix à ce point. Refusant d'abandonner, Tae-jun enchérit 160 millions $. Finalement, Irène enchérit à un incroyable 300 millions $. Juste au moment où Tae-jun s'apprête à faire une nouvelle offre, son assistant l'arrête. En matière d'argent, il ne peut tout simplement pas rivaliser avec elle. Tae-jun s'en moque et est prêt à risquer sa fortune pour gagner l'arbre de vie.
Après la vente, un des assistants dit à Irène qu'ils vont préparer l'arbre de vie pour elle. Seo la remercie sincèrement de l'avoir aidé à gagner. Si acheter l'arbre de vie peut résoudre son problème, l'argent ne compte pas pour elle. Elle demande alors à Seo s'il a trouvé quelque chose pour enlever sa malchance. Au fond, Seo sait déjà ce qu'est cet objet. Irène doit simplement se débarrasser de la relique de la faillite pour que sa malchance disparaisse. Au final, c'est le résultat parfait, il peut ainsi faire d'une pierre deux coups. Seo est choqué quand Irène lui dit qu'il n'y a rien qui la suit. Il veut savoir si un tatouage étrange est apparu sur son corps. Dès que Seo voit la réaction d'Irène, il comprend qu'il avait raison. Seo se souvient immédiatement du tatouage sur le bras de Yuka. Cette marque prouvait qu'elle était la propriétaire du futur guide. Personne d'autre ne peut utiliser leur pouvoir. Irène montre alors à Asio plusieurs photos du tatouage étrange. Dès qu'il les voit, il reconnaît immédiatement ce que c'est. Ces marques appartiennent à une relique parasite, un type de relique extrêmement rare qui infecte son propriétaire. Seo comprend que retirer la relique d'Irène ne sera pas aussi simple. Il lui donne son numéro et promet de ne pas disparaître ou l'abandonner. Irène est soulagée et accepte avec joie. S'il ne peut pas voler le pouvoir de la relique, la meilleure option est de garder la relique et son propriétaire près de lui. Un des assistants arrive avec l'arbre de vie et les autres objets. Seo appelle Arai, s'attendant à ce qu'il réponde immédiatement. Mais après plusieurs appels, personne ne répond. La scène se déplace vers Arai et son groupe qui court dans les rues avec plusieurs sacs remplis de l'argent de Seo. Leur plan est simple, ils vont quitter la ville avant que Seo ne réalise ce qui s'est passé. Juste au moment où ils pensent s'être échappés, une hache argentée vole droit vers le visage d'Arai. Elle le manque de quelques centimètres avant de se planter à proximité. Eri reste figé, choqué, tandis que Seo sort calmement de l'ombre. Eri ne comprend pas comment Seo a pu les retrouver si vite. Seo explique tranquillement que c'est la hache argentée qui l'a conduit directement à leur emplacement. Maintenant qu'il les a trouvés, il promet de leur faire payer leur trahison. Seo sort alors une étrange pierre ponce et active son pouvoir. La relique invoque instantanément un gigantesque pilier de pierre derrière lui. Il explique que c'est une ancienne relique, célèbre pour contrer les attaques ennemies. Comme il vient de l'obtenir, c'est l'occasion parfaite de tester ce qu'elle peut vraiment faire. Selon Seo, la relique ne se contente pas de renvoyer les attaques, elle peut aussi détecter les actions futures d'une personne et les punir avant même qu'elles ne se produisent. Au moment où il active son pouvoir, Rai et chaque membre de son équipe se retrouvent soudain avec des menottes serrées autour des poignets. Ce sont les menottes de la trahison. Après quelques secondes, les menottes disparaissent mystérieusement, laissant Arai et les autres complètement confus. Seo explique alors qu'ils sont désormais liés par le code d'Hammurabi. Tant qu'ils restent loyaux, rien ne leur arrivera. Mais dès qu'ils penseront à le trahir à nouveau, leurs corps seront immédiatement déchiquetés. En entendant cela, Arai et ses deux acolytes s'excusent rapidement. Seo les emmène ensuite chez lui et leur dit que leur travail est de cueillir les fruits de l'arbre de vie. Sans perdre de temps, ils se mettent au travail. Au début, la relique se plaint, mais après un moment, elle commence à apprécier car leurs mains sont si douces. Seo est surpris par cela et se dit qu'ils doivent avoir une très forte affinité avec la relique. Il se souvient d'avoir essayé de lier l'arbre de vie lui-même la nuit précédente, mais il a échoué. Juste à ce moment-là, Seo reçoit un appel d'un numéro familier. C'est Taejun. Taejun va droit au but et dit qu'il veut parler de l'arbre de vie que Seo a maintenant. Mais Seo le coupe immédiatement, disant qu'il n'a rien à discuter. Avant de raccrocher, l'appel laisse Taejun légèrement agacé. Son assistant s'approche alors et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il dit que si Taejun lui donne accès aux reliques de l'entreprise, il pourra récupérer l'arbre de vie sans trop de problèmes. Plus tard dans la nuit, Seo est assis seul dans un bar et repense à quelques jours plus tôt, lorsque la hache argentée lui a donné un avertissement. Cet avertissement signifiait que Taejun avait commencé à le suivre. Un moment plus tard, l'assistant de Taejun, Takuya, entre dans le bar. En le voyant, Seo réalise qu'ils doivent vraiment le mépriser s'ils n'ont envoyé que Takuya. Takuya appelle Seo, mais Seo l'ignore complètement. Après que Takuya ait appelé son nom pendant un moment, Seo se retourne soudain et donne un coup de coude dans le ventre de Takuya, le faisant tomber au sol. L'attaque rend Takuya furieux.
Seo continue à se moquer de lui, rendant Takuya encore plus en colère. Ne pouvant se contrôler, Takuya charge Seo et tente d'activer un artefact de poison, mais Seo ne bouge même pas car rien ne se passe. Le poison ne sort jamais. Seo attrape simplement Takuya par la tête et écrase son visage contre le comptoir, lui rappelant qu'une fois sa domination affaiblie, il ne peut plus utiliser d'artefact. Takuya se retourne vers Seo, choqué qu'il en sache autant sur les artefacts. Sans dire un mot de plus, Seo prend l'artefact et le dompte facilement grâce à sa domination écrasante. Une fois que l'artefact se soumet à lui, Seo verse sa poudre sur le dos de Takuya. Cet artefact est en réalité un artefact de grade abondant créé parmi des esclaves en Afrique. Quiconque touche la poudre, ou même l'inhale, perdra temporairement la raison et deviendra un zombie sans volonté. Comme prévu, c'est exactement ce qui arrive à Takuya. Le voyant réduit à un zombie sans esprit, Seo pense que cela devrait suffire à ralentir les plans de Taejun pendant un certain temps. Le lendemain, Takuya est enfermé dans une salle de détention au siège de Taejun. Même après une journée entière, il erre toujours comme un zombie sans cerveau. Plusieurs agents ont demandé à Taejun quoi faire de Takuya, mais Taejun se moque de son état. Il leur dit d'oublier Takuya et de se concentrer sur la récupération de tous les artefacts qui étaient censés être en sa possession. Les agents expliquent nerveusement que lorsque Takuya a été arrêté, ils n'ont trouvé aucun artefact sur lui, ce qui rend Taejun encore plus en colère. Furieux que les artefacts et son agent soient devenus inutiles, il ordonne immédiatement à ses hommes de contacter son avocat, Masako, le plus rapidement possible. Le lendemain, Seo arrive à l'aéroport avec Eirai et le reste de ses acolytes. La plupart des bagages qu'il porte sont remplis des précieux artefacts que Seo a réussi à collecter jusqu'à présent. En regardant tout ce qu'il a rassemblé, Seo est convaincu que ces artefacts l'aideront à obtenir des artefacts encore plus puissants à l'avenir. Juste avant d'embarquer, l'avocat de Taejun, Masako, apparaît soudainement et demande à lui parler. La rencontre fait que Seo rate complètement son vol. Masako explique qu'elle est là au nom de Taejun pour lui proposer un contrat. Selon l'accord, Seo recevra immédiatement un paiement de 100 millions $. Ensuite, il continuera à recevoir un salaire mensuel généreux. Et Taejun promet que personne n'interférera dans sa vie personnelle. Tout ce que Seo a à faire en retour est de devenir l'un des subordonnés de Taejun et de travailler pour son organisation. Seo ne réfléchit même pas à l'offre avant de la rejeter. Il l'appelle franchement un simple contrat d'esclave. Masako essaie encore de le persuader, lui avertissant qu'avoir Taejun comme ennemi est une terrible idée car c'est l'un des hommes les plus puissants. Au lieu de répondre par des mots, Seo sort l'artefact de poudre zombie et dit à Masako que c'est elle qui devrait s'inquiéter. Masako reste complètement calme car elle croit que Seo bluffe. Après tout, elle ne pense pas qu'il oserait utiliser un artefact aussi dangereux au milieu d'un aéroport bondé. La seconde suivante, Seo prouve qu'elle a tort. Au moment où il bouge, Masako glisse instantanément en arrière et tire un puissant canon à eau droit sur lui. Seo active rapidement la pierre de Hammurabi et bloque l'attaque avec aisance. L'artefact renvoie immédiatement le canon à eau vers Masako, renvoyant l'attaque à son propriétaire et la faisant tomber au sol. Tous ceux qui sont à proximité sont émerveillés par le combat qui se déroule devant eux. La bataille est si incroyable que les gens sortent immédiatement leur téléphone et commencent à filmer tout ce qu'ils voient. Alors que Masako lutte pour se relever, Seo s'approche calmement d'elle et se prépare à verser la poudre zombie sur elle. Peu de temps après, la sécurité de l'aéroport reçoit plusieurs rapports concernant une femme nue, causant des problèmes et harcelant des gens dans le terminal. Rien qu'avec ces rapports, il est évident que Seo a fini par utiliser l'artefact sur elle. Après avoir réclamé l'artefact de Masako pour lui-même, le mystérieux corbeau parle soudainement à Seo et l'avertit qu'un danger approche rapidement. Au lieu d'écouter, Seo commence à frapper l'air de frustration car il n'a pas l'intention de recevoir des ordres du même corbeau qu'il a renvoyé dans le temps sans explication. Juste à ce moment-là, Taejun entre dans la pièce. Dès qu'Arai le voit, il devient nerveux et demande discrètement à Asi « Oh, s'ils vont vraiment s'en sortir ». Taejun se présente calmement à Arai, mais avant qu'Eirai ait le temps de répondre, Taejun active l'une de ses reliques. Un éclair violet frappe instantanément Eirai
et tous ses acolytes. Dès que Seo voit l'expression sur le visage de Tae-jun, il comprend que la situation est devenue beaucoup plus dangereuse. Seo se précipite vers Tae-jun et place son poignard contre son cou, disant que contrôler les autres par la domination est un sale coup. Tae-jun admet que les mouvements de Seo et sa connaissance des reliques sont impressionnants, mais il dit que cela ne suffira pas à le vaincre. Tae-jun active à nouveau sa domination et essaie de contrôler Arai et les autres. Cependant, il est choqué lorsque sa domination se désactive soudainement sans avertissement. Seo sort alors 2 cartes et rappelle à Tae-jun qu'il le félicitait pour ses talents de pickpocket. Seo explique que ces mêmes compétences lui ont permis de lui voler les cartes. Seo vérifie son système et découvre que les 2 cartes sont en réalité des reliques appelées l'invitation du dieu solitaire. Il envisage de les apprivoiser, mais réalise rapidement que son niveau de domination actuel n'est pas assez fort pour les contrôler. Seo remarque alors à quel point Tae-jun est devenu furieux. Il se souvient que Tae-jun possède la relique de la conquête, une puissante relique qui lui permet de contrôler ses ennemis, et se demande s'il envisage vraiment de l'utiliser ici. De plus, Seo remarque que Tae-jun porte une relique d'armure, ce qui le transforme en une forteresse imprenable, très difficile à endommager. Alors que Tae-jun commence à charger son pouvoir, Seo lui demande s'il veut vraiment aller jusqu'au bout. Il avertit Tae-jun que l'utilisation de telles puissantes reliques exposera l'existence des reliques à tous. Mais Tae-jun se moque désormais de cacher quoi que ce soit. Il active la relique de la conquête, forçant immédiatement Seo et les autres à se retrouver au sol, luttant contre son puissant contrôle. Seo réalise que la situation est devenue extrêmement dangereuse et commence à penser que cela pourrait être la fin pour lui. Mais soudain, un corbeau apparaît de nulle part et dit à Tae-jun de s'arrêter. Le corbeau l'avertit qu'utiliser toute la puissance de la relique pourrait réveiller les viles reliques de jackals et de chiens. Au lieu d'avoir peur, Tae-jun voit cela comme une opportunité. Il dit que ce serait même mieux car il a aussi voulu obtenir ces reliques. Tae-jun augmente alors la puissance de la relique de la conquête, mettant encore plus de pression sur Seo et les autres. Le corbeau l'observe et traite simplement Tae-jun de fou avant de disparaître. Soudain, le ciel s'assombrit. Un puissant tremblement de terre commence à secouer toute la zone, et la relique de Tae-jun se désactive soudainement. Seo vérifie rapidement son écran de statut et voit un avertissement terrifiant. Il lui dit que plusieurs reliques au pouvoir catastrophique approchent. Avant que Seo puisse comprendre pleinement ce qui se passe, plusieurs tombes massives émergent soudainement du sol. Seo se précipite à l'extérieur pour les inspecter. Dès qu'il voit ce qui se passe, il réalise exactement ce que cela signifie. C'est le début de la grande tomification. Arai demande nerveusement à Seo ce qui se passe, mais Seo explique qu'ils sont tous piégés ici à cause des actions de Tae-jun. Même Tae-jun lui-même est maintenant piégé, car quelque chose comme ça ne s'est jamais produit auparavant. Seo explique que cela ne se produit pas seulement ici. À cet instant même, d'énormes tombes comme celle-ci apparaissent partout dans le monde. Il admet qu'il aurait dû réaliser plus tôt que quelque chose comme ça arrivait. Soudain, une voix forte et terrifiante résonne au-dessus d'eux. Tout le monde lève les yeux et voit une immense bête semblable à un chien. Seo reconnaît immédiatement la créature comme Seth, un dieu ancien, associé à la destruction et aux ténèbres. Un autre Doberman noir apparaît soudainement à côté de Seth. Seo le reconnaît comme Anubis, le dieu ancien associé au rite funéraire, mais la partie la plus étrange est le collier parlant de la créature. Seo réalise que le collier est Osiris, le dieu ancien associé à la fertilité et à l'au-delà. Avec 2 reliques de grade divin, réveillées en même temps, Seo n'est pas surpris que le monde soit soudainement couvert de tombes massives. Seth devient furieux qu'un humain ait eu l'audace de les réveiller et déclare que sa colère ne disparaîtra pas tant que chaque humain responsable n'aura pas été tué. Seo sort calmement la pierre de Hammurabi et annonce qu'il compte l'utiliser pour les abattre tous. Cela le rend encore plus furieux, car il pense que Seo le sous-estime gravement. Seth lance une attaque puissante directement sur Seo, mais il lève rapidement la pierre de Hammurabi et l'utilise pour bloquer l'attaque. Il redirige ensuite l'attaque directement vers Seth et Anubis. L'attaque réfléchie les touche tous les deux et leur cause clairement des dégâts. Seo explique alors que c'est exactement ce qui se passe
quand on juge les reliques uniquement par leur rang. Seth remarque soudain quelque chose d'étrange à propos de l'attaque. Il sent l'odeur du corbeau dans le pouvoir que Seo vient d'utiliser et se demande immédiatement si Seo collabore avec elle. Anubis doute de cette possibilité car le corbeau est scellé depuis longtemps, mais Seth refuse de le croire. Il dit avec colère à Anubis qu'il ne devrait jamais douter de son nez. Anubis décide alors de soumettre Seo à l'un de ses épreuves. Seo se retrouve soudain piégé dans un étrange domaine de barrière, debout sur une immense balance criminelle. Anubis apparaît sous sa forme complète et explique que c'est la balance du jugement et qu'elle déterminera le destin de Seo. Seo sourit simplement car il sait déjà comment fonctionne cette épreuve. L'épreuve est basée sur une série de questions simples et Seo doit y répondre honnêtement pour réussir. Anubis explique qu'il posera 42 questions différentes à Seo. Si Seo y répond correctement, il sera épargné. En entendant cela, Seo reste calme car l'épreuve est exactement ce qu'il attendait. Anubis pose sa première question. Il demande à Seo s'il a déjà volé quoi que ce soit. Seo se fige immédiatement. Il a volé des centaines de fois au cours de sa vie. Seo essaye de gagner du temps, mais Anubis passe rapidement à la question suivante. Il demande à Seo s'il a déjà menti. Encore une fois, Seo se fige. Seo se souvient avoir appris que l'épreuve était apparemment facile à répondre pour un enfant, car un enfant de 10 ans n'aurait pas commis autant de péchés qu'un adulte. Anubis rend alors son jugement. Seo est déclaré coupable, alors il le saisit et le jette directement en enfer. Seo s'écrase au sol et est surpris de découvrir qu'il est toujours en vie. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, il regarde sur le côté et voit une immense horde de zombies s'approcher. Seo ramasse rapidement un os à proximité et commence à le balancer sur les zombies. Au début, il réussit à les repousser et semble avoir l'avantage, mais ils sont tout simplement trop nombreux. Seo est finalement submergé et jeté au sol. Les zombies commencent à se rapprocher de lui, et il semble qu'il va devenir l'un d'eux. Soudain, le corbeau apparaît de nulle part. Elle dit à Seo que cela fait longtemps depuis leur dernière rencontre et qu'elle est venue le sauver. Pendant ce temps, les autres regardent toujours de l'extérieur du domaine. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur, et se demandent simplement ce que Seo endure. Seth remarque alors quelque chose d'étrange se produisant dans la sphère de jugement. Des fissures commencent à se propager sur sa surface. Seth est choqué, car il existe depuis incroyablement longtemps et n'a jamais vu quelque chose comme ça auparavant. La sphère explose soudainement. Seo émerge du domaine détruit et atterrit gracieusement. Seth remarque que la corneille vole à ses côtés. Seth lui rappelle qu'elle a trahi leur espèce en s'alliant aux humains. Furieux, Seth utilise sa magie pour invoquer d'énormes momies. Ces créatures sont incroyablement puissantes. Même la corneille admet qu'elle ne peut pas grand-chose contre elles. Cependant, elle remarque quelque chose d'étrange. Seo reste complètement calme. Seo explique que la situation à l'extérieur est différente de celle du procès. Il dégaine alors son épée et dit à la corneille qu'il peut enfin utiliser son pouvoir pleinement. Seo charge directement vers les momies et commence à les découper avec une vitesse incroyable. Cependant, après un moment de combat, Seo réalise que quelque chose ne va pas. Peu importe combien de momies il tue, d'autres apparaissent sans cesse. Seo décide alors de changer d'approche. Il sort le couteau funéraire égyptien. Dès que le couteau sent Anubis à proximité, il réagit. Seo demande au couteau de le mener vers Anubis pour lui rendre hommage. Il commence alors à utiliser le couteau contre les momies avec précision. Seo finit par comprendre quelles momies sont déguisées en dieu. Il charge vers elles et les abat avec le couteau égyptien. Après avoir vaincu Anubis, il reprend sa forme de relique. Seo demande alors un nouveau procès. On le voit à nouveau dans le domaine du jugement, les mains autour du cou d'Anubis. Il lui demande de poser à nouveau les questions du procès. Anubis est contraint de s'agenouiller et réalise rapidement qu'il ne peut pas riposter. N'ayant pas d'autre choix, il accepte le nouveau procès. Cependant, Anubis garde une attitude en posant la question, alors Asio lui donne un coup de pied au visage et lui dit de changer de ton. Anubis repose la question et cette fois, Sio admet avoir déjà volé. Pendant le procès, les autres, dehors, remarquent que les tombes commencent à s'enfoncer dans le sol. Voyant cela, Taejun
se demande si Seo a réussi à saisir toutes les reliques seul. Seo émerge finalement du domaine du jugement avec Anubis sous sa forme de relique. Son système apparaît et l'informe des nouvelles résistances qu'il a acquises. Il admet avoir sous-estimé les capacités de Seo. Il lui fait alors une offre, travailler pour sa société. En échange, Seo bénéficierait du soutien de la plus grande entreprise du pays. Mais à l'instant où Seo entend l'offre, il ne perd pas une seconde et tranche la gorge de Taejun. Taejun se contente de sourire et utilise le pouvoir de son artefact pour remettre sa tête sur son corps, disant qu'il s'y attendait déjà. Il félicite Seo pour sa rapidité et sa détermination. Seo remarque que le corps de Taejun ressemble beaucoup à celui du guerrier grec Achille. Tout comme Achille avait un point faible au talon, Taejun doit aussi en avoir un. Mais Seo n'a aucune idée de l'endroit où il pourrait se trouver. Taejun commence à se moquer de Seo, lui disant qu'il ne peut tout simplement pas gagner ce combat. Mais Seo n'est toujours pas convaincu. Il appelle rapidement le pouvoir de l'épée Muramasa et se précipite sur Taejun, le frappant plusieurs fois. Mais Seo a trop poussé le pouvoir dans la lame, et l'épée se brise. Pourtant, Taejun ne meurt pas après tous ses coups et s'élève dans les airs, enveloppé d'une épaisse lueur violette. Seo comprend tout de suite que l'artefact a complètement pris le contrôle de son corps. Taejun tire une décharge d'énergie sur Seo, alors Seo appelle la pierre de Hammurabi et essaie d'absorber l'attaque, mais celle-ci est si forte que même la pierre de Hammurabi commence à se fissurer. Voulant en finir rapidement, Seo renvoie l'attaque directement sur Taejun, provoquant une énorme explosion. Lorsque la fumée se dissipe, Taejun est assis, affalé contre un mur. Seo s'approche de lui et s'énerve de voir que l'homme respire encore après tout ça. Il essaye de faire appel au pouvoir de Muramasa pour l'achever, mais l'épée est déjà trop endommagée pour que cela fonctionne. Comme ces artefacts sont en si mauvais état, Seo pense que Taejun est pratiquement inoffensif maintenant, alors il décide de ne plus s'en préoccuper. Seo appelle alors Irene et lui demande si elle connaît un homme nommé Yi. Irene le rejoint peu après et il est choqué lorsqu'elle lui dit que Yi est déjà mort. Elle explique que son frère est un collectionneur d'art sérieux et qu'il y a quelques mois, Yi lui a vendu une contrefaçon. Elle se souvient de cet événement comme si c'était hier. Son frère avait acheté une peinture très célèbre qui s'est révélée être un faux. Lui et ses amis ont poursuivi Yi en voiture, mais Yi a perdu le contrôle de sa voiture, a percuté la barrière de sécurité et est tombé d'une falaise. Seo ne s'y attendait vraiment pas. Il a toujours pensé à Yi comme à un restaurateur. Les artefacts sont des objets qui peuvent s'user ou se briser de différentes manières, et quand cela arrive, les personnes qui possèdent des artefacts de restauration sont nécessaires pour les réparer. Ces personnes sont appelées restaurateurs. Autrefois, Yi faisait partie de son groupe et était appelé le roi de la fraude. Seo réalise à quel point cela pose un gros problème, car sans Yi, il n'a aucun moyen de réparer Muramasa. Mais il se souvient qu'il et Yi sont censés se croiser à nouveau dans environ 5 ans. Donc, il doute que l'homme soit vraiment mort. La scène change alors pour montrer Taejun allongé dans un lit d'hôpital, enveloppé de bandages, regardant un reportage et s'énervant que la connaissance des artefacts soit désormais révélée. Son Edward lui fait remarquer que c'est de la faute de Taejun s'il a invoqué cette tombe en premier lieu, mais Taejun insiste sur le fait que ce n'était qu'un accident. Edward est vraiment stupéfait d'apprendre qu'un jeune a réussi à blesser Taejun à ce point. Mettant cela de côté, Edward se lève et dit à Taejun qu'il va bientôt le mettre en contact avec un restaurateur. Taejun devrait donc se concentrer sur le repos pour l'instant. En sortant, Edward appelle immédiatement Yi et Yi décroche tout de suite, demandant si Edward a du travail pour lui. Edward confirme qu'il en a, disant qu'il a en fait un client très bien payé pour lui. Après cela, Seo et ses acolytes entrent dans une galerie d'art et se dirigent vers la réceptionniste. Seo dépose son sac, rempli d'artefacts, sur le bureau et lui demande de les restaurer. Au début, la réceptionniste fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il veut dire par artefact, mais Airai lui dit rapidement d'arrêter de faire semblant car il sait qu'ils sont pleinement conscients des artefacts et de ce qu'ils peuvent faire. Seo dit immédiatement à Airai de se taire, et les deux se disputent un moment. Pendant ce temps, la réceptionniste jette un coup d'œil rapide à l'intérieur de leur sac. Elle est surprise de voir qu'ils ont apporté un grand nombre d'artefacts de haute qualité.
Seo remarque qu'elle reconnaît clairement les objets comme des reliques. Il lui dit qu'il a entendu dire que cet endroit peut restaurer des reliques et promet de garder tout secret. Cette fois, la réceptionniste accepte d'aider. Elle se dirige alors vers la salle réservée au personnel pour passer un appel. Seo est déjà convaincu que la femme est en fait la secrétaire de Yi-hee. Il pense qu'elle contacte Yi en ce moment. Et c'est tout ce dont il a besoin pour savoir que Yi est toujours en vie. Son intuition s'avère juste. La réceptionniste parle bien avec Yi-ha. Quand Yi-ha entend qu'un client a apporté plusieurs reliques de grade divin, il accepte immédiatement d'aider. Il dit même que ce genre de client est son préféré. Un peu plus tard, la réceptionniste revient et dit à Seo qu'ils ont accepté de restaurer ces reliques. Cependant, ils doivent d'abord les prendre à l'intérieur pour une inspection appropriée. Seo est surpris de la rapidité avec laquelle tout a changé. Il commence à se demander si Yi pourrait en fait être dans le bâtiment en ce moment. Malgré tout, Seo accepte et remet les reliques. La réceptionniste les emmène dans la salle arrière, où Yi les attend. Yi est immédiatement impressionné par la qualité des reliques. Elles sont bien meilleures que ce qu'il s'attendait. Sans perdre de temps, il utilise le symbole secret des forgerons pour créer une réplique de grade B pour chaque relique de grade divin apportée. Son plan est simple. Il utilisera le processus de restauration comme prétexte pour garder les reliques originales tout en rendant les fausses aux clients. Les copies sont suffisamment bonnes pour tromper n'importe qui. Elles peuvent même copier les capacités des reliques originales. Cependant, leur pouvoir ne dure qu'une demi-journée. Après cela, les fausses reliques deviennent complètement inutiles. Ainsi, les clients ne réaliseront pas qu'ils ont été arnaqués. La réceptionniste finit par ramener les reliques à Seo et lui dit qu'elles sont en fait dans un état bien pire que prévu. À cause de cela, elle prétend que les restaurer ne sera pas possible. Seo regarde à l'intérieur du sac et réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Il peut dire que les reliques à l'intérieur sont fausses. Sans perdre une seconde, Seo saute par-dessus le comptoir et se précipite dans la salle arrière, où il trouve Yi. Yi regarde Seo, mais n'a absolument aucune idée de qui il est. Seo ne prend pas la peine d'expliquer. Au lieu de cela, il sort une corde de relique spéciale et l'utilise pour attacher Yi. Yi lutte pour se libérer et crie à Seo de le laisser partir. Mais Seo lui dit simplement que s'il accepte de faire un marché, il le relâchera. Yi refuse. Seo regarde l'état pathétique dans lequel Yi est tombé et se souvient qu'il n'a pas toujours été comme ça. Quand Yi était plus jeune, il était un étudiant en art talentueux et prometteur. Ses compétences étaient si impressionnantes qu'il a reçu une bourse pour fréquenter une université prestigieuse aux États-Unis. Cependant, tout a changé quand quelqu'un a volé la technique spéciale qu'il avait passé des années à perfectionner. Le pire, c'est que la personne qui l'a volée était son propre professeur, Jean Richard. Les choses sont devenues encore pires pour Yi-ha après qu'il a été écarté du monde de l'art. Tout le monde a commencé à le traiter de plagiaire, détruisant sa réputation et ruinant la carrière prometteuse qu'il avait autrefois. N'ayant nulle part où aller, le jeune prodige a finalement commencé à utiliser ses talents artistiques d'autres manières. C'est à ce moment-là que la relique de contrefaçon a trouvé son chemin jusqu'à lui. Seo comprend que Yi est tombé si bas qu'il n'acceptera jamais de marcher. Il décide donc d'utiliser une autre méthode. Il sort la relique de la plume de Shakespeare. Cette puissante relique peut rendre réel tout ce qui est écrit avec. Seo l'utilise pour créer un scénario de torture terrifiant, puis menace Yi-ha avec. Cela brise enfin la résistance de Yi-ha. N'ayant pas d'autre choix, Yi-ha accepte l'accord et signe le contrat. En le signant, il cède tous ses droits à Seo. Yi est toujours attaché au sol quand il examine le contrat et réalise immédiatement qu'il s'agit d'un contrat d'esclavage. Seo, cependant, préfère l'appeler contrat exclusif. Yi commence à se plaindre de l'injustice du contrat. Mais Seo lui rappelle que l'accord stipule clairement qu'il recevra 60 000 $ d'avance. De plus, il gagnera aussi une commission pour chaque relique qu'il restaure. Mais Yi ne se soucie pas de l'argent. Il dit à Seo qu'il a déjà promis à Tae-jun qu'il deviendrait son restaurateur exclusif. En entendant cela, Seo est vraiment surpris. Il ne s'attendait pas à ce que Tae-jun sache déjà pour les restaurateurs de reliques. Seo a déjà utilisé le code de Hammurabi pour forcer Yi-ha à signer le contrat, mais il sait que le lier par ce contrat ne suffira pas.
il a encore besoin que Yi-Ha lui fasse confiance pour qu'il utilise ses talents de restauration. Alors Seo s'assoit et propose qu'il fasse mieux connaissance. Seo donne à Yi une brève présentation de lui-même. Ensuite, il demande à Yi de lui parler de son passé. Au lieu de cela, Seo prend le livre d'art de Yi et commence à parler de son histoire. Il explique que Yi était autrefois un étudiant en art talentueux dans une université américaine. Malgré son incroyable talent et sa passion pour l'art, il survit à peine à Los Angeles en faisant des contrefaçons. Pour aggraver les choses, il est aussi connu comme l'imitateur de Jean Richard. Dès que Yi entend ce nom, il devient furieux. Il lance soudain un coup de poing à Seo, mais Seo le bloque facilement. Yi insiste alors avec colère sur le fait que Jean était en réalité celui qui l'a copié. Selon Yi, Jin savait d'une manière ou d'une autre ce qui se passait dans son esprit. Jin pouvait créer exactement les choses que Yi imaginait, ce qui a amené Yi à croire qu'il avait copié ses idées. Yi a essayé d'expliquer cela aux autres, mais personne ne l'a cru. Seo lui propose alors une autre possibilité. Il explique que Jin avait probablement une relique qui lui permettait d'imiter les talents des autres. Yi devient immédiatement sérieux et demande désespérément à Seo s'il en est sûr. Seo confirme que oui. Avec cette information, Seo fait une offre à Yi. S'il peut aider Yi à retrouver sa technique de peinture originale et à restaurer sa réputation, Yi doit devenir son restaurateur exclusif. Yi entend l'offre mais ne répond pas à Seo. Au lieu de cela, il sort immédiatement de la pièce. Seo ne tente pas de l'arrêter. Il sait déjà exactement où Yi va. Yi retrouve bientôt Tae-jun et accepte immédiatement de signer un contrat pour devenir son restaurateur. Cependant, Yi a une condition. Il veut la relique que Jean Richard a utilisée pour lui voler ses idées. Tae-jun sourit en entendant cela et décide d'appeler Jean Richard. Jeon dit simplement à Yi d'oublier ça, car personne ne croira jamais son histoire. Après avoir raccroché, Tae-jun explique qu'il est très proche de Jin. Puis, Tae-jun fait un signe à ses hommes. Il frappe immédiatement Yi en plein visage, le faisant tomber au sol. Yi les regarde, complètement incrédule. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Tae-jun ordonne alors à ses hommes de frapper Yi, mais leur dit de ne pas lui casser les bras. Seo entre soudainement dans la pièce. Il met immédiatement hors d'état les deux hommes avec des coups puissants. Yi fixe Seo, choqué. Tae-jun demande à Seo ce qu'il fait ici. Seo explique calmement qu'il n'est pas venu pour se battre, mais pour ramener Yi avec lui. De plus, avec leurs deux reliques déjà brisées, Seo doute qu'il puisse même se battre correctement. Cependant, Tae-jun refuse d'accepter la défaite. Il sort son carnet de reliques qui indique que les deux gardes de Tae-jun souffriront. Après cette menace, Seo rentre chez lui avec Yi. Seo réagit en le frappant au visage et lui dit d'arrêter de se plaindre. Yi change rapidement d'attitude et explique que la restauration de reliques n'est pas facile. S'attendre à ce qu'il termine tout en 3 jours est totalement déraisonnable. Seo prend alors la relique de restauration de Yi-Ha et la reconnaît. Il commence à travailler dessus et passe plusieurs secondes à essayer d'activer le pinceau, mais rien ne se passe. En voyant Seo lutter, Yi-Ha reprend confiance. Mais ensuite, Seo réussit soudainement. Il parvient à restaurer sa hache dorée, laissant Yi complètement sans voix. Yi se demande alors pourquoi Seo a encore besoin de lui. Si Seo peut restaurer les reliques lui-même, alors il n'a pas besoin de Yi. Seo lui rend la relique de restauration et explique qu'il n'est pas fait pour ce travail. Cependant, Seo lui demande de s'asseoir et de cesser de se plaindre, de donner tout ce qu'il a. Ces mots d'encouragement changent complètement l'attitude de Yi. Seo est secrètement satisfait car sa petite manipulation a fonctionné comme il le voulait. Juste au moment où il s'apprête à partir, il remarque qu'il a acquis une nouvelle compétence. Mais avant qu'il ne termine, Yi reçoit un appel d'Edwards. Edwards demande à Yi de passer Seo. Seo prend l'appel et dès qu'il entend la voix d'Edwards, il sait immédiatement avec qui il a affaire. Edwards deviendra bientôt connu comme le roi des richesses. C'est un investisseur britannique et l'un des plus grands acteurs du marché des reliques. Comme Seo connaît déjà la réputation d'Edwards, il comprend qu'il doit être extrêmement prudent. Edwards ne perd pas de temps avec des banalités. Il va droit au but et dit à Seo qu'il a un travail pour lui. Edwards explique que la République de Chine a récemment mis une prime sur une tombe
offrant une belle récompense à quiconque rejoint l'équipe d'excavation officielle. Le hic, c'est que toutes les reliques deviennent la propriété publique dès leur découverte. Edwards veut que CO rejoigne l'équipe, localise la relique spécifique qu'il recherche et la fasse sortir discrètement avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. CO ne se donne même pas la peine de répondre à la proposition. Car personne ne s'attaque à la République de Chine pour une seule relique sans une très bonne raison. Edwards rit et lui dit qu'il est perspicace, puis admet que la personne qui veut vraiment l'engager est le général Kiara Clark. CO reste figé en entendant ce nom, se rappelant immédiatement Kiara Clark comme la reine de la guerre, une femme qui inspire une véritable peur. Malgré cela, il accepte le travail sans hésitation. Ce soir-là, dans un jet, Yi croise Irène et commence immédiatement à s'excuser d'avoir vendu à son frère une contrefaçon. Irène ne semble pas particulièrement en colère et lui dit que c'est bien de le voir. CO explique alors à Irène qu'il et Yi vont lui apprendre à utiliser correctement les reliques. Comme il n'y a aucun moyen de séparer la relique de malchance d'elle, il pense que la meilleure option est de l'aider à la contrôler. Il s'occupera de l'aspect domination de son entraînement pendant que Yi couvre l'affinité. Ils arrivent en République de Chine le lendemain et CO scrute la zone avec ses jumelles, découvrant que plus des 2/3 du pays ont été engloutis par une tombe. Il aperçoit ce qui semble être une entrée, mais remarque immédiatement que le pont menant à celle-ci a été détruit, rendant un bateau le seul moyen de traverser. CO écarquille les yeux et commence à demander où Yi l'a eu pour la dernière fois. Mais il réalise vite que le problème est plus grave que ça. Ce n'était pas juste Yi. Tout le monde autour d'eux a perdu quelque chose. Quelqu'un a utilisé une relique pour voler tout le groupe en même temps. CO sait exactement ce qui se passe et sort sa relique de corde, lui ordonnant de trouver le responsable et de l'attacher. Lui et Yi suivent la corde jusqu'aux toilettes des femmes, où elle a ligoté une jeune fille aux cheveux verts. Un seul regard sur elle et CO peut dire qu'elle est une agente américaine, et que ce qu'elle a utilisé pour fouiller les affaires de tout le monde était la relique de Méduse. Il s'approche d'elle, sort son poignard et lui dit de ne rien tenter. Quand il desserre la corde autour de sa bouche, elle crie immédiatement qu'il doit la laisser partir ou ses collègues viendront le chercher. CO entend cela et conclut qu'une autre équipe d'excavation est arrivée. Yi a du mal à comprendre, soulignant que le général les a engagés spécifiquement pour ce travail et qu'Edwards l'a passé directement à eux. CO comprend ce qui se passe vraiment. Les deux camps ont été couverts dès le départ, ce qui signifie que peu importe quelle équipe réussit, les États-Unis sortent gagnants. En pensant à l'obsession de Kiara pour cette relique particulière, CO décide qu'elle doit être vraiment précieuse, ce qui signifie que le meilleur coup est de la saisir pour eux-mêmes. Une contrefaçon convaincante fera l'affaire. Yi ne veut absolument pas participer à la tromperie d'une grande puissance comme ça et annonce immédiatement qu'il se retire. CO réagit en lui donnant une gifle et lui rappelle qu'en vertu des termes de leur contrat, il ne peut pas s'en aller. Yi se tait. CO tourne alors son attention vers Vivian et se prépare à utiliser le code de Hammurabi sur elle. Yi détourne le regard, pleurant silencieusement, commençant à se demander sérieusement s'ils pourraient vraiment être les méchants. Vivian retrouve ses coéquipiers peu après, et l'ambiance est tendue. Ils sont furieux d'apprendre qu'elle a perdu son artefact. Elle essaye de se défendre en précisant qu'il a été volé, pas simplement perdu. Mais sa main se lève pour couvrir sa bouche, se rappelant ce que CO lui a fait avec le code de Hammurabi. Une promesse d'angoisse insupportable si elle révèle quoi que ce soit. Le membre aux cheveux blancs de son équipe est fou de rage, tandis que l'autre fille adopte une approche plus douce, demandant calmement à Vivian de leur dire la vérité. Vivian prend une respiration et commence à ouvrir la bouche, mais avant qu'un mot ne sorte, le code de Hammurabi s'active et elle est frappée par un chatouillement intense et incontrôlable qui rend la parole impossible. Le timing est impeccable. Pendant ce temps, CO et Yiha se sont déguisés en dockers et ont embarqué sur un cargo pour infiltrer l'île. Le ciel s'assombrit sans avertissement et le reste de l'équipage tombe immédiatement dans la panique. CO reste complètement calme, sachant déjà ce qui s'en vient. D'énormes serpents mangeurs d'hommes surgissent de l'eau et se jettent sur le navire, attaquant plusieurs membres de l'équipage avant que les autres ne parviennent à se regrouper et à riposter, finissant par abattre quelques créatures. En voyant l'équipage tenir bon, CO commence à penser que les choses ne sont peut-être pas si mauvaises. Puis, les membres de l'équipage mordus commencent à se relever, se transformant en zombies,
et Seo réévalue immédiatement sa conclusion. Une seule morsure suffit. Il regarde les serpents avec une admiration presque sincère et reconnaît que l'artefact derrière eux est astucieux. L'artefact se manifeste sous la forme d'un vortex violet tourbillonnant dans le ciel et s'adresse directement à Seo, lui disant qu'il n'a plus d'endroit où fuir. Seo lui dit de ne pas le sous-estimer, sort son carnet d'artefacts et écrit un ensemble de règles. Au moment suivant, chaque zombie sur le navire s'incline simultanément. Le vortex observe cela et reconnaît que Seo est vraiment l'élu du corbeau. Seo comprend qu'il savait déjà qui il était et l'artefact confirme qu'il est devenu un sujet récurrent parmi les autres artefacts. Seo et Yi-Ha échangent un regard, tous deux surpris par l'implication que les artefacts peuvent communiquer entre eux. Mettant cela de côté, Seo demande à l'artefact ce qu'est réellement le corbeau. Étant donné le poids que ce nom semble avoir parmi les autres, le ton de l'artefact change immédiatement à sa mention. Il explique que le corbeau était autrefois un artefact de classe dieu extraordinaire, qui devenait plus fort en consommant le pouvoir de ses proies. À un moment donné, il a conclu un contrat avec un humain et a ensuite trahi tous les autres artefacts pour le bien de cet humain. Pourtant, ils ont finalement trouvé un moyen de l'emprisonner. Seo écoute et comprend lentement que le tombeau dans lequel il était piégé avant d'être renvoyé dans le passé était en réalité la prison du corbeau. L'artefact ajoute que contenir le corbeau n'a pas été simple. Ils y sont parvenus en retournant l'humain avec qui il était sous contrat contre lui. Au moment où cet humain a trahi le corbeau, l'ouverture était là, et ils ont scellé le corbeau tout en éliminant l'humain en même temps. Avec tout cela exposé, l'artefact demande à Seo quel est son plan brillant. Seo admet que son plan n'est pas particulièrement brillant, le remercie sincèrement pour l'information et décide en privé que le corbeau ne semble pas si mauvais après tout. L'artefact voit exactement où se situent les sympathies de Seo et décide de mettre fin aux choses avant qu'il puisse agir, invoquant une nuée de monstres reptiliens et les envoyant droit sur lui. Seo en abat un grand nombre sans trop de difficultés, tandis que Yi peine visiblement à tenir bon de l'autre côté. Seo se déplace à travers les reptiles de manière méthodique, mais l'un d'eux s'approche dangereusement de Yi-Ha pour l'avaler tout entier. Seo l'atteint juste à temps et le vainc. Bien que l'impact brise son artefact de dague au passage, ils fixent tous les deux l'arme brisée avec frustration. C'était leur dernier artefact de combat. Seo dit à Yi-Ho qu'ils doivent partir avant que d'autres n'arrivent, et ils commencent à chercher un canot de sauvetage pour quitter le navire. C'est alors que Vivian arrive aux côtés du cargo dans un bateau rapide avec toute son équipe derrière elle, pointant directement vers Seo et annonçant que c'est lui qui a volé son artefact. Seo sourit, reconnaissant que les personnes avec elle doivent être l'autre moitié de l'équipe américaine qui était en réserve. Il dit à Yi-Ho d'aller chercher un bateau pendant qu'il s'occupe de ce type. L'homme saisit un tuyau en acier et charge, frappant si fort que Seo peine à se dégager à temps, et la puissance brute du coup le surprend réellement. Ils s'affrontent et Seo tient bon, même sans armes, ce qui n'est pas une mince affaire contre quelqu'un de ce gabarit. Après un certain temps, Seo prend un moment pour noter à quelle vitesse l'homme est malgré sa carrure. Le combat reprend et Seo trouve enfin l'ouverture qu'il attendait. Il enchaîne plusieurs coups précis, mais son adversaire les encaisse et riposte avec une contre-attaque lourde qui effleure Seo, déchirant sa chemise. L'énergie qui émane du contact lui révèle tout. Ce tuyau n'est pas qu'un tuyau, c'est une épée. À court d'options, Seo sort son axe en argent et l'entoure d'énergie bleue. Son adversaire ne bronche pas, lui dit de venir, et ils chargent tous les deux en même temps, déterminés à en finir en un seul échange. C'était l'épisode 8. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.